Petite question. Quel est le pays avec le plus d'espèces animales venimeuses sur son territoire? Vous avez 5 secondes pour répondre. Et non, c'est pas l'Australie, c'est le Mexique, puis le Brésil. L'Australie arrive en 3ème position seulement. Mais alors pourquoi vous avez l'impression que l'Australie c'est le pays le plus inhospitalier du monde? La première chose à savoir, celle qui explique vraiment tout, c'est que l'Australie, elle est séparée des autres continents depuis 50 millions d'années. Du coup, beaucoup d'espèces australiennes ont un ancêtre commun avec les autres habitants de la planète Terre qui datent de l'époque des dinosaures. Donc c'est pour ça qu'elles ressemblent à littéralement rien d'autre et qu'elles ont l'air très insolites. En fait, la majorité des espèces qu'on trouve en Australie sont endémiques. Endémiques, ça veut dire qu'elles ne se retrouvent nulle part ailleurs. 46% des oiseaux, 69% des mammifères et 93% des reptiles sont endémiques. Deuxième chose, l'Australie est un continent, parce que oui, c'est un continent, je veux dire. Quand ça fait cette taille-là, c'est du déni d'appeler ça une île. C'est un continent qui contient des écosystèmes très diversifiés. Au centre de l'Australie, on retrouve un immense désert. Autour de ces déserts, on a des savanes. Sur les côtes, on a des forêts très diversifiées, des forêts tropicales, des forêts tempérées, des forêts, voilà, c'est les deux seuls types de forêts, mais c'est déjà bien. Et bien sûr, sur le littoral, on a une immense barrière de corail, la plus grande barrière de corail du monde. L'Australie fait partie des 17 pays méga diversifiés, selon une liste officielle de la Conservation International. C'est une ONG américaine. Et je vais pas vous faire un dessin, mais en gros, une espèce a plus de chances de développer des capacités hors normes et insolites dans un endroit qui est très diversifié. Mais en fait, je vais peut-être vous faire un dessin, ce sera plus simple. En gros, s'il y a beaucoup de prédateurs, il faut des techniques de plus en plus poussées pour réussir à survivre. S'il y a beaucoup de proies qui ont des techniques de plus en plus poussées pour réussir à survivre, il faut adopter des capacités de chasse de plus en plus poussées pour réussir à les chasser. S'il y a beaucoup de concurrence parce que toi t'es un herbivore et il y a beaucoup d'herbivores, il faut que tu te spécialises dans un type de végétal en particulier pour qu'il n'y ait personne qui te concurrence. Et souvent, quand tu deviens spécialisé, tu vas adopter des caractères insolites que seul toi possèdes sur Terre. C'est pour ça que généralement on retrouve les espèces les plus colorées, les plus étonnantes, les plus venimeuses dans les pays subtropicaux qui sont propices à l'explosion de la biodiversité. Dans le monde, la plupart des mammifères sont des placentaires. Vous êtes un placentaire. Lui, c'est un placentaire. Chez les placentaires, pour faire simple, le bébé se développe dans le ventre de la mère à l'aide du placenta et quand il sort, il est plus ou moins formé et autonome. Les éléphants, les baleines, les humains, les souris, les lions, les chauves-souris, les chiens, les zèbres, les vaches, les hérissons, les lapins, les renards, les ours, les dauphins, les otaries, les musaraignes, les surmulots, les écureuils, les hippopotames, les orang-outans, les girafes, bref, quasiment tous les mammifères sont des placentaires. Mais en Australie, la plupart des mammifères ne sont pas des placentaires, mais ce sont des marsupiaux. Les marsupiaux, eux, n'ont pas de placenta. Et le bébé que l'on appelle Joey chez tous les marsupiaux va naître quasiment embryon, genre c'est vraiment une toute petite crotte qui va aller s'accrocher à la tétine de sa maman et puis qui va se développer dans une poche. Voilà, a priori vous savez tous que c'est comme ça que ça se passe chez le kangourou, mais c'est littéralement comme ça que ça se passe chez tous les marsupiaux. En dehors de l'Australie, on retrouve pas beaucoup de marsupiaux sur le reste de la planète. Bon, on en trouve en Nouvelle-Guinée, en Tasmanie et un petit peu dans les îles alentours, donc c'est à côté de l'Australie. On retrouve aussi des marsupiaux en Amérique. Alors en Amérique, on va surtout retrouver des opossums et autres variantes, comme par exemple le yapok en Amérique du Sud. On considère que les opossums sont des marsupiaux assez basaux, ce qui veut dire qu'ils ressemblent plus à l'ancêtre commun de tous les marsupiaux que le kangourou par exemple, qui lui est hyper divergent, hyper spécialisé. Si on remonte tout l'historique des marsupiaux, en gros, on peut imaginer que des marsupiaux qui ressemblaient à des opossums soient arrivés en Australie vers l'époque des dinosaures, en sortant d'Amérique du Sud, puis en passant par l'Antarctique, parce que oui, à l'époque c'était collé et on a retrouvé des fossiles de marsupiaux en Antarctique, et à un moment donné, ils se sont retrouvés tout seuls en Australie, où ils ont pu se diversifier et conquérir plein de niches écologiques différentes. Dans les marsupiaux, on retrouve les très célèbres kangourous et les koalas. Ça, c'est les deux stars de l'Australie, hein, je pense, parce que c'est des animaux qui ressemblent à rien d'autre sur Terre, surtout le kangourou, genre regardez ça, c'est trop bizarre en vrai quand on y pense à un kangourou. Il y a 42,8 millions de kangourous en Australie, ce qui veut dire qu'il y a plus de kangourous en Australie qu'il y a de kangourous en France. Non, ça c'est normal. Ça veut dire qu'il y a plus de kangourous en Australie qu'il y a d'humains en Australie. Bon, après, ça compte toutes les espèces différentes de kangourous, et il y en a plein. Hein. Parce qu'en plus des kangourous, il y a les wallabies, il y a les wallabies-lièvres, il y a les pétrolagues, il y a les dendrolagues, qui sont trop mignons d'ailleurs. Les dendrolagues, c'est les kangourous arboricoles. Voilà, on les trouve aussi en Nouvelle-Guinée. Enfin, ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop mignons.
Dans les autres marsupiaux un peu connus, on a le wombat qui ressemble un petit peu à un koala terrestre et qui a la particularité de faire des crottes en forme de cube. Il y a aussi le diable de Tasmanie qui est le plus grand marsupial carnivore actuel. C'est lui qui a inspiré Taz des Looney Tunes, même si en vrai il ressemble pas du tout. Et voilà, mais il y a aussi des tas de marsupiaux qui sont vraiment très méconnus et qui sont extrêmement sous-cotés. L'Australie a ses propres fourmiliers avec le numbat, ses propres écureuils volants avec les phalangers, ses propres taupes avec la taupe marsupiale, et ses propres lapins avec les bandicoots, qui ressemblent pas du tout à Crash Bandicoot non plus. Mais mon marsupial préféré, mon petit chouchou à moi, c'est la souris à miel, parce qu'elle est trop mignonne. C'est le seul mammifère non volant qui mange dans les fleurs, qui se nourrit de pollen. Elle est trop mignonne. Et c'est avec la souris à miel qu'on se rend compte du vrai pouvoir de la convergence évolutive. La convergence évolutive, c'est le nom qu'on donne à un motif récurrent dans l'évolution des espèces. En gros, ça veut dire que plusieurs lignées distinctes donnent parfois naissance à la même forme d'animal. Parce que la souris à miel, elle ressemble trait pour trait à une musaraigne. Mais pourtant, la musaraigne a plus de points communs avec la baleine bleue qu'avec la souris à miel. C'est ouf! En gros, à 2 reprises différentes et pour 2 raisons totalement différentes, les mammifères ont évolué une toute petite taille et un très long museau. Mais pourtant, ces ressemblances, à chaque fois, elles sont très superficielles, parce que la souris à miel, par exemple, elle a une poche, comme tous les autres marsupiaux, alors que la musaraigne, elle a un placenta. Voilà, on retrouve de la convergence évolutive un petit peu partout dans le monde animal, c'est un sujet qui est passionnant d'ailleurs, j'espère que j'en ferai une vidéo un jour, mais en tout cas, il est super flagrant en Australie, parce que l'Australie a vraiment différents types d'animaux qui ressemblent beaucoup à des placentaires, alors que c'est des marsupiaux. Un autre bel exemple de cette convergence évolutive, c'est le thylacine, ou tigre de Tasmanie, qui ressemble pas vraiment à un tigre, mais qui ressemble beaucoup à un loup ou à un chien. Cet animal a malheureusement disparu en 1936 à cause de la chasse et de la concurrence aussi d'animaux qui étaient importés en Australie, comme le chien par exemple. Et du coup, malgré sa ressemblance frappante avec les canidés, c'est un animal qui est 100 fois plus proche du koala ou du kangourou que du chien ou du loup. Parce que lui aussi, il avait une poche et tout le bazar des marsupiaux, quoi. Dans la préhistoire, l'Australie avait même son propre lion marsupial, en la personne de Thylacoleo. Voilà, regardez ce crâne monstrueux. Genre, les premiers aborigènes, ils ont connu ça, hein, ils ont connu ce monstre. Ils ont aussi connu des kangourous géants de 3 mètres de haut et un wombat de la taille d'un rhinocéros, le diprotodon, qui est encore à l'heure actuelle le plus grand marsupial de tous les temps. Mais en Australie, il n'y a pas que les marsupiaux, hein, il y a aussi les monotrèmes. Alors c'est quoi les monotrèmes? Les monotrèmes, il n'en existe que 5 espèces dans le monde, c'est l'ornithorynque et 4 espèces d'échidnés. Tous vivent en Australie ou en Nouvelle-Guinée. Les monotrèmes, c'est des mammifères qui sont super atypiques parce que tout simplement, ils pondent des œufs. Alors en fait, c'est pas si spécial que ça de base. De base, la plupart des groupes de mammifères pondaient des œufs, en tout cas c'était le cas à l'époque des dinosaures. Quand il y a eu le grand cataclysme qui a mis fin à l'ère des dinosaures, il y a aussi les mammifères qui ont pris cher. Il n'y a que 3 familles de mammifères qui ont survécu à l'époque, donc c'est les placentaires, les marsupiaux et les monotrèmes. Avant cette extinction, les monotrèmes se retrouvaient un petit peu partout dans l'hémisphère sud, mais ils ont survécu qu'en Australie. Et d'ailleurs, leur diversité à l'époque, elle devait être bien plus incroyable, parce que quand on regarde l'ornithorynque et l'échidné, les deux ils se ressemblent pas du tout. En plus de pondre des œufs, les monotrèmes ils ont d'autres points communs entre eux. Déjà, ils allaitent leurs petits, ce qui fait d'eux des mammifères à 100%. Et ils possèdent un dard venimeux. Alors c'est un venin qui est pas hyper puissant, qui est pas capable de tuer un homme, mais par contre ils peuvent faire vraiment beaucoup de mal à un chien ou à un enfant. Et enfin, pour finir ce tour des mammifères, en plus des marsupiaux et des monotrèmes, on a les placentaires, parce qu'il y en a quand même en Australie, hein. Bon, finalement c'est même la plus grosse biomasse en Australie, puisque ça compte les humains et les animaux d'élevage. Il y a énormément de moutons en Australie, par exemple, il y en a 70 millions. Il y a également énormément de bovins, 30 millions. Et de manière générale, l'Australie, c'est un vrai pays d'élevage extensif et intensif. Je vous invite à regarder un documentaire qui en parle, ça s'appelle Dominion. Donc attention aux âmes sensibles, c'est un documentaire qui montre des images très crues, très violentes, mais qui sont très importantes. Bon, il n'y a pas que des placentaires d'élevage, hein, il y a aussi un petit peu de placentaires sauvages en Australie, qui souvent descendent d'animaux qui ont été importés, comme par exemple le dingo. Le dingo qui descend de chiens, mais maintenant c'est une espèce qui est quasiment complètement sauvage. Et alors si elle a pu produire un petit peu de dégâts dans la population de marsupiaux, il aura notamment pu concurrencer le thylacine et entre autres facteurs provoquer son extinction. Aujourd'hui, le dingo, il est presque essentiel parce qu'il chasse d'autres placentaires qui sont invasifs comme le renard ou le lapin,
qui font beaucoup de dégâts en Australie. Plus insolite, il y a aussi des dromadaires en Australie, qui descendent donc des dromadaires domestiques, qui ont été importés en Australie et qui sont redevenus sauvages. Que pourtant les dromadaires ils ont rien à foutre là-bas, les mecs franchement ils ont rien à foutre là-bas. Les autres placentaires australiens, ce sont des mammifères marins qui visitent régulièrement les côtes de l'Australie, comme les baleines, les dauphins, les otaries, les siréniens comme le dugong. Pour les oiseaux, on va passer un peu plus vite parce qu'il y a moins d'oiseaux qui sont endémiques d'Australie, parce que les oiseaux ça peut voler, donc souvent ils se limitent pas à un seul continent. Ils sont trop forts. Et ceux qui peuvent pas voler, malheureusement pour eux, ça fait longtemps qu'ils ont fini en bucket KFC pour colons européens du 15e siècle, ou alors pour aborigènes, parce que les aborigènes, quand ils sont arrivés, ils ont aussi dézingué leur lot d'oiseaux, comme par exemple l'oiseau tonnerre, voilà, qui pouvait pas voler. Bon, l'Australie a quand même une diversité incroyable d'oiseaux, on trouve toutes sortes d'oiseaux en Australie, on trouve des pélicans, on trouve des flamands, on trouve des grues, on trouve des rapaces diurnes, des rapaces nocturnes, des passereaux, des trucs magnifiques, des oiseaux du paradis. On trouve même des manchots. Il y a beaucoup de manchots qui viennent visiter les côtes de l'Australie, même si le seul qui y niche vraiment, c'est le manchot pygmée, qui est tout petit, c'est le plus petit manchot du monde. Et sur le continent, on retrouve aussi les oiseaux lyres. C'est des oiseaux qui sont endémiques en Australie et qui sont capables d'imiter une très large gamme de sons. Je vous laisse constater par vous-même. Les oiseaux les plus impressionnants d'Australie, c'est sans doute l'émeu et le cassoar, qui sont deux énormes oiseaux qui font tous les deux partie du top 3 des plus gros oiseaux du monde. Ces deux grands oiseaux sont incapables de voler, forcément, et ils donnent tous les œufs des œufs verts, qui sont très jolis, et dans les deux cas, c'est le mâle qui va les couver. Chez l'émeu, c'est carrément les femelles qui se battent pour avoir le droit de s'accoupler avec le plus joli des mâles. Une fois que c'est fait, ils vont s'accoupler, ils vont pondre des œufs dans un trou, et la femelle va se casser une fois que les œufs vont être pondus. Le mâle va s'occuper de l'éducation des petits de A à Z. La femelle a juste l'obligation de verser une pension alimentaire. Et non, je rigole, la femelle ne verse pas une pension alimentaire. On dit souvent que le cassoar est l'oiseau le plus dangereux du monde. Si, on le dit souvent. C'est l'une des choses qu'on dit le plus souvent dans sa vie. Et c'est vrai qu'il peut être assez territorial, qu'il a des griffes qui sont redoutables, et qui sont comme des gros poignards, et que globalement il faut pas l'approcher de très près parce qu'il peut vite s'énerver. Un humain a déjà été tué par un cassoar, oui c'est vrai, mais déjà c'était pas en Australie, c'était aux États-Unis, il était en captivité. Et dans l'ensemble, en vrai, ça reste des animaux qui sont très chill, faut juste pas les provoquer, pas s'approcher de trop près, laisser leur espace perso, et si on les regarde de loin, ils sont très rigolos. Bon, c'est fini pour les oiseaux, je vais pas tout faire non plus, j'ai à peine égratigné la surface. L'Australie, c'est évidemment un paradis pour tous les ornithologues, mais comme je l'ai dit, les oiseaux, il n'y en a pas tant que ça qui sont endémiques en Australie. Et donc chapitre 3, les reptiles. S'il y a des animaux qui riment avec péril, ce sont bien les reptiles. Et pourtant, les reptiles sont souvent des animaux qui sont très relax. Commençons par les plus gros de tous les reptiles que l'on trouve en Australie, les crocodiles. En Australie, on retrouve le crocodile marin. C'est un crocodile qui, comme son nom l'indique, est très à l'aise en milieu salé. Des fois, on le retrouve en train de grignoter des carcasses de baleines. Et c'est le plus grand crocodile du monde, avec le crocodile du Nil qu'on retrouve en Afrique. Bon, certes, les crocodiles, ils sont dangereux. Il suffit de le regarder pour comprendre pourquoi ça peut être dangereux. En moyenne, les crocodiles tuent quand même 1 à 2 personnes par an en Australie. C'est pas rien, c'est quand même beaucoup, 1 à 2 personnes, mais globalement, ça reste des événements qui sont très exceptionnels. Et maintenant, on va parler des serpents. En Australie, il y a beaucoup d'espèces endémiques de serpents. Il y a des espèces qui sont venimeuses, d'autres qui ne sont pas venimeuses, comme par exemple les pitons, qui sont les plus gros serpents qu'on retrouve en Australie. Mais et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le véritable bonheur qu'est l'Australie. Des espèces de serpents venimeuses qu'on trouve en Australie sont archi venimeuses, genre vraiment beaucoup méga venimeuses. Certaines ont littéralement la capacité de tuer un être humain en 10 minutes. Par exemple, l'Australie est la maison du taipan du désert. Le taipan du désert serait l'espèce de serpent terrestre la plus venimeuse du monde, rien que ça. Et alors je dis serait parce que c'est quelque chose qu'on a établi en faisant des petites expériences sur son venin, mais en soi il n'y a jamais quelqu'un qui est mort tué par un taipan du désert. Les seuls cas de morsure, c'est par des personnes qui ont comme hobby de prendre des serpents dans les mains, et à chaque fois ils ont été pris en charge dans les hôpitaux et du coup ils ont fini par être sauvés. En plus de ça, le taipan du désert, il se retrouve dans le désert, donc c'est hyper rare qu'ils croisent des humains. En revanche, il y a des espèces de serpents qui vivent beaucoup plus près des habitations, comme par exemple Pseudonadja textilis, qui est la 2e espèce de serpent terrestre la plus venimeuse du monde. C'est trop bien vu en Australie. Heureusement, les antivenins sont très développés. On estime qu'il y a seulement 4 à 7 personnes qui meurent suite à des morsures d'un serpent en Australie. En Australie, 65% des serpents sont venimeux.
alors qu'à l'échelle mondiale, c'est seulement 15% des serpents qui sont venimeux. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'en Australie, les serpents sont si venimeux que ça ? Déjà, la plupart des serpents australiens appartiennent à la famille des élapidés. Les élapidés, ils ont un venin qui est extrêmement toxique, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'ils ont des tout petits crochets, contrairement aux vipères par exemple, qui ont des énormes crochets et qui du coup peuvent vraiment poignarder leurs victimes et avoir une très bonne prise. Les élapidés, ils vont avoir une toute petite prise. Et du coup, les élapidés, vu qu'ils ont une toute petite prise et que leur proie peut vraiment se barrer à tout moment, ils doivent s'assurer que le venin qu'ils vont injecter fasse le maximum de dégâts possible pour qu'elle soit morte. Et les élapidés, c'est aussi une famille de serpents qui a tendance à se nourrir d'autres serpents. Et voilà, les autres serpents, déjà ils sont eux aussi hyper durs à attraper, mais ils sont eux-mêmes toxiques, donc il faut avoir un venin hyper toxique. C'est un peu une course à l'armement nucléaire, mais des venins. Pour autant, ça fait pas de l'Australie le pire endroit du monde pour les morsures de serpents. L'Australie a quand même la chance d'être un pays riche et développé avec un système de santé qui fonctionne normalement. Il y a une réponse à chaque morsure de serpent. Et si on compare à des pays comme l'Inde par exemple, où certes il y a beaucoup plus de personnes, l'Australie finalement il n'y a pas beaucoup de morts. En Inde, on estime qu'il y a 60 000 personnes qui meurent des suites à une morsure de serpent. 60 000 personnes, c'est vraiment énorme, hein. C'est l'équivalent d'un Groupama Stadium à guichet fermé. Ce qui n'arrive jamais, mais ça pourrait être beaucoup moins de monde si l'Inde avait un système de santé aussi développé que celui d'Australie. Voilà, et en plus de cela, les serpents, ils sont chill, hein, ça va, c'est pas des monstres non plus. Ils savent que vous êtes beaucoup trop gros pour être avalés et ils vont pas vous attaquer gratuitement. Si vous avez l'extrême malchance de vous faire mordre par un serpent, c'est vraiment que vous l'avez dérangé. La plupart des espèces, il faut même vraiment les attraper pour qu'elles vous mordent. Et très souvent, les serpents, ils vont donner des signaux de prévention avant de passer à l'acte. Donc voilà, il faut laisser les serpents tranquilles. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en France, les serpents sont protégés et que c'est littéralement illégal de les tuer. Bon, retournons en Australie. Les derniers serpents dont j'ai pas parlé, c'est les serpents marins qui se retrouvent en grand nombre dans la barrière de corail. Les serpents marins, c'est encore plus toxique que les serpents terrestres, c'est génial. C'est vraiment les serpents les plus toxiques du monde, mais pour le coup, eux, ils sont vraiment très chill. Genre, c'est quasiment impossible de se faire mordre par un serpent marin à moins de l'attraper. Le dernier mort c'était en 2018, mais avant lui c'était en 1935. Des événements qui arrivent pas hyper souvent. Chez les reptiles, il y a aussi les lézards. Et il y a beaucoup de lézards qui sont trop cool en Australie. Déjà, on a les varans, hein, c'est eux qui foutent le bordel dans les supérettes tout le temps. Ils sont un peu impressionnants, certes, ils font peur, mais ils sont vraiment cool. En plus de ça, il y a des lézards qui sont très spéciaux en Australie, qui sont vraiment uniques, comme par exemple le moloch. Le moloch, c'est un petit lézard qui est rempli de piquants et qui mange des fourmis, donc lui c'est pareil, il est pas du tout dangereux, il est pas venimeux. Le seul contexte dans lequel il peut être dangereux à la limite, c'est si vous lui marchez dessus alors que vous êtes pieds nus. En plus, du coup, il se camoufle à la perfection et ses épines, en plus d'être une protection évidente, elles lui permettent également de récupérer la petite rosée du matin et d'avoir tout le temps des choses à boire, lui qui vit dans le désert. Mais il y a aussi le lézard à collerette en Australie qui est vraiment trop cool. Il doit son nom à la collerette, voilà, qu'il a autour du cou et qu'il déploie pour faire peur aux prédateurs qui essaieraient de le manger, mais également pour la parade amoureuse. En plus, il est trop mignon, voilà, quand il court sur ses deux pattes arrière, qui marche, j'adore le lézard à collerette. Il vous fait sans doute penser au Dilophosaure de Jurassic Park, mais contrairement au Dilophosaure de Jurassic Park, il est pas du tout venimeux. Et si vous le croisez sur le sol, il va rien vous faire, hein. Peut-être qu'il va essayer de vous faire peur, voilà, en déployant sa collerette, mais normalement ça devrait pas marcher sur vous. Et globalement, si vous le croisez, c'est qu'il est juste en train de se déplacer d'un arbre à un autre, parce qu'il vit 90% de son temps dans les arbres. Donc voilà, si jamais vous vous baladez en Australie et que vous croisez un lézard à collerette, c'est juste qu'il est perdu et qu'il cherche un arbre. Et donc là, je vous invite à lui indiquer le chemin vers l'arbre le plus proche. L'Australie comporte aussi de nombreux geckos, c'est des petits lézards qui collent au mur. Il existe également des geckos sans pattes. Et en fait, il y a beaucoup de familles différentes de lézards sans pattes. C'est de la convergence évolutive, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, les serpents, au final, c'est juste une famille de lézards parmi tant d'autres qui a perdu ses pattes, comme beaucoup d'autres familles de lézards. Bon, j'ai fini sur les reptiles, j'espère que je vous ai pas trop traumatisé avec mes histoires de serpents. Si ça peut vous faire relativiser, les aborigènes, il y a 40 000 ans, quand ils sont arrivés sur le continent, ils devaient composer avec des varans de 8 mètres de long et des crocodiles terrestres, genre des crocodiles qui peuvent te courser. C'est incroyable. Voilà, chapitre 4. Et maintenant on va passer au poisson. Avec sa grande barrière de corail, l'Australie compte bien entendu toutes sortes de poissons tropicaux.
Je vais pas faire la liste, hein, mais globalement, il y a tous les poissons du monde de Nemo qui vivent en Australie. Ce qui inclut, parce que finalement, je vais faire la liste, le poisson clown, le zancle cornu, le poisson pincette jaune, le poisson globe, le poisson demoiselle à rayures, l'arrêt léopard, l'hippocampe gorgone, le turbo tropical, le chirurgien bleu, le chirurgien jaune, l'ostéo vert, le kiné rouge. Les poissons qui font le plus parler d'eux en Australie, ce sont bien entendu les requins. Il y a énormément d'espèces de requins en Australie, des requins de récif, des requins marteaux, des requins baleines. Mais l'Australie compte surtout les 3 espèces de requins les plus dangereuses du monde, le Big Three, le requin blanc, le requin bulldog et le requin tigre. Ces 3 espèces comptabilisent à elles seules près de 99% des attaques mortelles sur des humains. Mais ces attaques restent exceptionnelles. On va les relativiser. On dénombre une 20aine de morsures de requins par an en Australie. Et donc ça va de la morsure, le mec qui se fait découper en 2 par un requin blanc, jusqu'au mec qui se fait mordre par un petit requin de récif en essayant de lui filer un sandwich. Il y a environ 3 attaques fatales de requins par an en Australie. Alors c'est une moyenne hein, sur toutes les années. En 2024 par exemple, a priori il n'y en a pas eu. Et pourtant il y a près de 600 millions de baigneurs par an en Australie. 3 victimes par an pour 600 millions, voilà. Et d'ailleurs, faut garder en tête que les requins sont pas vraiment intéressés hein, par les humains. Souvent, ils en aiment pas trop le goût. C'est pas hyper rentable pour eux de manger un être humain. Et donc souvent, même les attaques mortelles, c'est pas des gens qui sont dévorés entièrement par un requin, c'est juste des gens qui se sont fait mordre. Et le requin, le pauvre, il savait pas, mais sa morsure fait des dégâts quand même. Quand on parle de poissons cartilagineux dangereux en Australie, il n'y a pas que le requin, faut pas oublier les raies, parce qu'il y a notamment la raie pastenague qui est responsable de quelques morts dans l'histoire de l'Australie, notamment celle du célèbre aventurier Steve Irwin, qui était un mec qui faisait des documentaires sur les animaux sauvages, principalement en Australie, et un jour, alors qu'il se baignait avec sa femme dans la Grande Barrière, il s'est fait poignarder au cœur par le dard d'une raie, et malheureusement, il en est décédé. On estime qu'il y a 5 morts qui ont été provoquées par des raies en Australie depuis 1945. Mais, s'il y a un poisson dont moi je dirais qu'il faut vraiment se méfier, c'est le poisson-pierre. Parce que le poisson-pierre, c'est le poisson le plus venimeux du monde et il se camoufle hyper bien. Il est tout petit et il se camoufle sur le sol, ce con. Il a un dard sur le dos et si tu marches dessus, tu meurs. C'est littéralement l'un des venins les plus toxiques du monde animal. Et pour la défense de l'Australie, le poisson-pierre se retrouve pas que en Australie, mais globalement dans tous les pays tropicaux. L'Australie compte bien évidemment énormément d'arthropodes. Alors déjà dans les arthropodes on a les insectes. Ils sont plutôt cool, c'est juste qu'ils ont tendance à atteindre des tailles anormales, comme par exemple le phasme géant. Bon, c'est impressionnant, mais finalement, il n'y a rien de plus tranquille qu'un phasme. Il y a aussi le cafard fouineur géant. Alors lui, et son nom, il fait vraiment très peur. Mais en vrai, il se comporte juste comme un gros cloporte. Et les cloportes, encore une fois, il n'y a rien de plus mignon. J'imagine qu'il y a beaucoup de trucs plus mignons qu'un cloporte. Et maintenant, on va parler des arthropodes préférés de tout le monde, les araignées. Bon, je sais que les araignées, il y a beaucoup de gens qui peuvent vraiment pas avec. Donc c'est le moment, timecode. Dans la vidéo si vous voulez directement passer au moment où on va parler des crabes qui sont beaucoup plus mignons. Et bon, les araignées en Australie, ces terribles arthropodes à 8 pattes qui font près de 0 victimes par an. Depuis 1979 en tout cas, il y a 0 décès à déplorer à cause d'une araignée en Australie. En fait c'est comme les serpents, hein. Les araignées elles sont pas débiles, elles savent que vous êtes beaucoup trop gros pour elles, elles vont pas essayer de vous attaquer. En fait les araignées elles ont même pas la même vision du monde que nous. Pour elles, vous allez juste être un gros support, vous êtes même pas un vrai être vivant. Donc elles peuvent vous grimper dessus, etc. Mais pour qu'elles vous mordent, il faut vraiment qu'elles réalisent que vous êtes vivant. Et pour qu'elles réalisent que vous êtes vivant, il faut que vous essayiez de les pincer ou de les attraper. Mais du coup, ne le faites pas. Même si en Australie, il y a effectivement des araignées qui en théorie ont un venin qui est assez puissant pour tuer un être humain, globalement comme pour les serpents, il y a des anti-venins, donc pas de panique. La veuve noire par exemple, c'est l'une des araignées qui a le venin le plus toxique au monde, et elle est quand même top 1 des animaux d'Australie qui envoient le plus de gens à l'hôpital à cause d'une infection venimeuse. Puisqu'on estime qu'il y a environ 250 personnes par an qui se déplacent dans les hôpitaux en Australie parce qu'ils se sont fait piquer par une veuve noire. Et 250, quand on y réfléchit, c'est pas tant que ça. Surtout que la veuve noire, elle vit très très proche des habitations, elle est vraiment très exposée aux humains. Du coup, la veuve noire, elle tient évidemment son nom du fait qu'elle mange le mâle, mais ce qui est marrant, c'est que c'est
consenti en fait. Le mâle va volontairement sous les crocs de la femelle. Comme ça, pendant que la femelle est occupée à le manger, et il peut déposer ses petites gamètes. Et ça, en plus, le fait que la femelle sera repue, ça va empêcher la femelle de vouloir s'accoupler avec d'autres mâles après. Donc au final, c'est un peu win-win pour tout le monde. Bon alors, il y a plein d'autres araignées qui sont passionnantes et venimeuses à souhait en Australie. Mais les araignées, voilà, je le répète, c'est très gentil. En tout cas avec les humains, parce qu'avec les autres insectes, avec les autres araignées, c'est très méchant. Mais avec les humains, c'est très gentil. Et si vous avez des araignées chez vous, faut juste les laisser tranquilles. Les crabes, l'endroit le plus incroyable pour les crabes, c'est les îles Christmas qui appartiennent à l'Australie. C'est un endroit où on peut assister à des migrations de crabes rouges et c'est super impressionnant. En gros, à la fin de la saison sèche, tous les crabes vont sortir de leurs trous dans la forêt et vont aller sur la plage pour s'accoupler et puis pondre et puis faire des bébés crabes qui sont trop mignons, en plus des petites larves de bébés crabes rouges. Et voilà, et c'est un événement qui a lieu tous les ans et qui est très très incroyable. Donc oui, certes, c'est sur un archipel qui appartient à l'Australie, donc c'est un peu hors sujet, mais je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est très cool. Alors, il y a plein d'autres crabes et autres crustacés hyper cool en Australie. Donc avant de passer au prochain chapitre, je vous laisse avec un petit diaporama des meilleurs crabes. Chapitre 6, les autres animaux. Bon là on va rentrer dans la dimension de l'étrange. Les êtres qui jouent avec les limites, les frontières du règne animal. Et donc là évidemment dans la famille des animaux toxiques, on va parler des méduses. Les méduses qui sont à peine des animaux, hein. En vrai elles ont même pas de cerveau, c'est littéralement juste un gros flotteur avec des tentacules qui piquent. Donc bon, c'est pas elles qui vont prendre la décision de leur plein gré d'aller vous courser parce qu'elles veulent absolument vous piquer. Alors bon, elles sont sensibles d'une certaine façon, elles ont des organes photorécepteurs, elles peuvent percevoir la lumière, les changements de densité dans l'eau, mais voilà, c'est pas des animaux qui sont sentients, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une vraie conscience d'eux-mêmes et de leur environnement. Et les eaux australiennes peuvent parfois abriter des méduses qui sont très venimeuses. Celle qui est la plus venimeuse, c'est la cuboméduse, ou méduse boîte, ou méduse guêpe, elle a plein de prénoms. C'est une méduse qui est à elle seule responsable d'une quarantaine à une centaine parfois de décès par an à l'échelle mondiale. Le venin de cette méduse est très puissant et dépendant de la personne qui se fait brûler, parce que pour les méduses on parle plus d'une brûlure que d'une piqûre, et bien ça peut être très dangereux. La brûlure donne le sentiment de se prendre un fer chaud à repasser sur la peau. En fait, ce qui se passe, c'est que quand les méduses vous brûlent, il y a des petites cellules de leurs tentacules qui rentrent dans votre peau. Ces petites cellules s'appellent des nématocytes. Et le truc qui est fourbe avec les nématocytes, c'est qu'elles peuvent s'ouvrir, se déclencher plusieurs heures après le contact avec la méduse, alors que vous êtes déjà bien loin de la plage. Donc, globalement, en Australie, c'est pas comme si on jouait à la roulette russe avec les méduses en allant se baigner. Il n'y a que 69 morts liés aux méduses en Australie depuis 1883. Voilà, et les 69 morts, c'est quasiment que des enfants, donc je suis pas en train de dire que c'est moins grave si c'est des enfants, mais... Ah non, mais c'est juste pour dire qu'un humain adulte a peu de chances de se faire tuer par une méduse, quoi. Pour les brûlures de méduses, on préconise le vinaigre, tout simplement, pour désactiver les nématocytes. Ou à défaut, juste de l'eau tiède, de l'eau salée, l'eau de mer, souvent ça suffit. Le pipi, ça fonctionne pas, c'est même pire parce que ça va activer les nématocytes et vous allez encore plus souffrir. Et je sais que c'est une idée qui est hyper répandue, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se font tout le temps pisser dessus parce qu'ils se font piquer par des méduses, mais ça marche pas du tout. Il faut pisser directement sur la méduse, faut retrouver la méduse, lui pisser dessus et normalement ces nématocytes... Il y a aussi la galère portugaise dont le venin est extrêmement douloureux. Alors par contre c'est rarement mortel. Dans mes recherches j'ai vu qu'il y avait une seule mort dans l'histoire de l'humanité liée à la galère portugaise. Et la galère portugaise c'est pas vraiment une méduse, je sais que ça y ressemble beaucoup, mais c'est une colonie de polypes. Donc là voilà, on est vraiment dans la frontière très floue entre le monde animal et le monde pas animal. C'est des tout petits animaux minuscules qui se regroupent par centaines pour former cette espèce de masse gélatineuse
Et voilà, il y a 3 types de polypes à l'intérieur d'une galère portugaise. Il y a ceux qui font la reproduction, ceux qui font la digestion et ceux qui font la chasse. Et c'est ceux qui font la chasse qui forment les tentacules qui vont nous piquer. Et ça va fonctionner plus ou moins comme une brûlure de méduse. On va finir sur des animaux qui sont un petit peu plus animalesques, avec par exemple les céphalopodes. Et dans les céphalopodes, on retrouve le petit poulpe à anneaux bleus qui est vraiment trop mignon, qui est trop joli avec ses tout petits anneaux bleus. Et en plus, si tu le prends dans ta main, et bah tu meurs. Parce que le poulpe à anneaux bleus est super toxique. En vrai, je dramatise un petit peu parce que c'est quand il te mord qu'il est venimeux. Et comme par hasard, comme tous les animaux de la vidéo qui ont tendance à être extrêmement venimeux, ils mordent quasiment jamais. Faut vraiment, encore une fois, l'embêter, le malaxer, le torturer et tout pour qu'il se décide enfin à se dire bon, là, ça y est, j'en ai marre, je te mords. Mais en théorie, il a un venin, ce tout petit poulpe de quelques centimètres seulement, il a un venin qui est capable de tuer un être humain. Dans la famille des mollusques qui sont toxiques mais qui sont jolis, il y a aussi le cône géographe, qui est un escargot, en gros c'est un gastéropode, qui a un dard qui est très venimeux. Donc si vous retrouvez ce coquillage sur la plage, il faut surtout pas le mettre à votre oreille. Encore une fois, c'est très rare de se faire piquer par cet animal, mais on attribue quand même plus d'une douzaine de décès à ce mollusque sur les 3 derniers siècles. Mais pour un escargot, c'est quand même pas mal, 12 morts. Ça en fait l'escargot le plus mortel du monde. Bon, qu'est-ce qu'on a appris? Déjà, il y a plein de façons différentes et super fun de mourir en Australie. Mais plus sérieusement, la réputation d'enfer sur Terre de l'Australie est un peu surfaite. Alors certes, on y trouve pas mal d'espèces qui sont théoriquement dangereuses, mais il faut toujours garder en tête que les animaux ont autre chose à faire que s'intéresser à nous, et généralement, à moins d'être dérangées, elles vont jamais s'en prendre à un être humain. Donc si l'Australie a une faune qui paraît aussi inhospitalière et étrange, c'est déjà de 1 parce que notre point de comparaison à nous, Européens, c'est le continent le plus appauvri en termes de biodiversité. Et en vrai, finalement, l'Australie, quand on y pense, c'est juste l'état naturel de la planète Terre. C'est ça de côtoyer des animaux sauvages. Et surtout, c'est parce que l'Australie, c'est tout simplement un continent qui est incroyable et qui est propice à l'apparition de plein de formes de vie qui sont toutes très fascinantes. Et malheureusement, la faune australienne subit de plein fouet la crise écologique actuelle. Voilà, que ce soit à cause de la fragmentation de leur territoire, à cause de la chasse, à cause de la concurrence d'espèces importées, comme par exemple les espèces domestiques, le chien et le chat, de la surpêche, de la pollution plastique, du tourisme de masse, et j'en passe. Le réchauffement climatique a un impact direct sur la biodiversité en Australie. C'est d'ailleurs l'un des endroits où en vrai on voit ça de la manière la plus concrète. On a pu le constater par exemple lors des grands incendies en 2020, mais le réchauffement climatique est également et surtout désastreux pour les coraux, qui sont des animaux qui sont très sensibles au changement de température de l'eau, et avec 2 degrés de plus, ils risqueraient tout simplement de tous mourir. On perd déjà des coraux année après année, et ça c'est très inquiétant pour la grande barrière de corail et les plus de 9000 espèces qui y vivent. Ça pourrait créer un effet boule de neige absolument cataclysmique, et je pense que en 2050, les vidéos qui présentent la faune australienne seront beaucoup plus courtes. Et c'est fini. Tu fais toujours tes petites vidéos? Oui. Ah ouais. Question pour moi. Hum. Est-ce que élapider, ça a la même racine que délapider? Je pense que oui.